bienvenue à Rencontre avec l'artiste. Je suis votre animateur Gilles Plouffe. Mon invité aujourd'hui, un jeune acteur principalement, mais aussi scénariste, propriétaire de sa propre boîte de production et qui depuis quelques années, à titre d'acteur, il connaît une carrière explosive. Je vous présente Alex Wiener. Salut Alex! Salut Gilles! Ça va? Oui, ça va, toi? Ah oui, c'est le fun de te voir, là, je suis content. On peut se Ah, moi parler. aussi, ça fait un bout, ça fait quelques années peut-être, ou Ah. plus que ça, ou à peu près ça. En tout cas, quelques années, ça peut être plusieurs, ouais. Oui, c'est Ouais. vrai. Ça fait un bout de temps. T'es plus vieux, t'as vieilli un petit peu. J'ai vieilli un petit peu, c'est ça. Moi, je t'ai Je vais connu. avoir 30 ans l'année prochaine, alors ça arrive à l'horizon. Alors, Wow! Mais je t'ai connu, t'avais quel âge, t'en souviens-tu? quand on s'est rencontrés, je pense que j'avais 19 ans, à peu près. Ouais. Alors, ça fait 10 ans. Tu Et, commençais ouais, c'est ta ça, et c'était carrière, tu avec ton... commençais. Pardon? Tu commençais ta carrière Oui, d'acteur. c'est ça. J'avais juste commencé il y avait un an et c'était notre ami Christian Hodko qui m'a recommandé ton cours. Et ouais, c'est ça. Je me souviens, c'était très bien d'être capable d'apprendre avec toi à ce point-là dans ma carrière parce que j'avais juste commencé, j'avais beaucoup d'énergie, Oui. mais je pense que j'étais dans une position où je pouvais aller dans quelques pistes et travailler avec toi, ça m'a mis je pense, dans une bonne piste. Alors Ah oui, ben, ça fait 10 ans à peu près. merci pour le pitch, là, pour avoir travaillé avec moi. C'est gentil. Puis moi, je vais pouvoir t'en faire un tantôt parce que moi, j'ai travaillé avec toi aussi sur quelques-uns de tes projets, mais ouais, et ça m'a fait bien plaisir. Toi, tu es rendu à Toronto, là, Oui, là, je suis à Toronto. Je suis basé à Toronto. mais d'origine, tu es montréalais. C'est ça. Oui? Oui. Alors, de là, le fait que tu es parfaitement bilingue. Oui, pas mal bilingue. J'avoue qu'en étant à Toronto, ça fait déjà 5 ans que j'habite à Toronto. C'est difficile de garder le français. Et, vous allez voir à travers cette entrevue que des fois, je cherche mes mots. Mais oui, ma langue maternelle, c'est le français. Et Ah ma oui? mère, elle est francophone. C'est ça, elle vient de Lac-Saint-Jean. Mon père, il est hongrois et première génération ici. Alors, j'avais appris le français et l'anglais en même temps. Et alors, vraiment, le français, c'est ma langue maternelle parce que j'ai appris le français au début avec ma mère. Mais je suis allé à l'école anglophone, je travaille beaucoup en anglais. Et là, en étant à Toronto, on parle juste anglais là-bas. Alors, ça me manque beaucoup, le français. Oui, bien, Montréal doit te manquer aussi, là. Je veux pas parler en mal de Toronto, mais il n'y a rien comme Montréal quand même. Ça fait rien, on peut parler mal de Toronto. Ça manque beaucoup, Ah Montréal. non, 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 non. Je suis un Montréalais à cœur. Ah ouais, mais Montréal, c'est magique quand même. Il n'y a pas, y a pas une ville dans le monde comme Montréal. Euh, et alors, mais à Toronto, tu travailles surtout en anglais, oui, mais à Toronto, il y a des productions francophones. Par exemple, tu as fait du théâtre en français parce qu'il y a une communauté théâtrale très dynamique à Toronto, je pense. Hein? Ah, c'est bien sûr, c'est exact. Et j'ai travaillé au Théâtre français de Toronto. J'ai fait 3 productions avec eux. Et j'avais aucune idée qu'il y avait autant de francophones à Toronto et que la communauté elle est une communauté puissante et une très belle communauté. Et la première production que j'ai faite, c'était Les Inspirés. Et Les Inspirés, c'était une production théâtrale qui a été écrite. C'est 5 contes qui sont écrits par des jeunes francophones, franco-ontariens. Et j'ai rencontré plein d'étudiants de plusieurs écoles à Toronto. Il y en a comme 6 qui sont des écoles francophones. Et j'avais aucune idée qu'il y avait autant de franco-ontariens et de jeunes qui voulaient vraiment s'immerser dans le français et écrire des contes francophones. Alors, ouais, ça, c'était très, très cool. Et là, maintenant, je sais que tu as été depuis longtemps et tu es très actif et tu connais bien le monde de l'univers de l'acteur dans le monde du jeu vidéo. C'est quelque chose que tu connais très bien. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ça pour aider les gens à comprendre. C'est quoi cet univers-là pour un acteur? Qu'est-ce qui fait qu'un acteur peut
s'épanouir dans son travail artistique ou son travail de jeu. Et c'est quoi qu'il y a de... Qu'est-ce qui peut attirer un acteur à travailler dans ce domaine-là? Tu peux me partager avec nous ton... Très bonne question. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient attirer un acteur. Premièrement, tu sais, le jeu vidéo, c'est pas nouveau maintenant. Tu sais, il y a à peu près 30 ans que les jeux vidéo incorporent des acteurs. Mais dans les années 90, les années 2000, c'est quand on pensait d'acteurs dans des jeux vidéo, c'était vraiment de la voix, du travail de voix. Les personnages étaient digitalisés, ils étaient créés par des programmeurs et les comédiens rentraient pour faire la voix du personnage. Et avec Le Seigneur des Anneaux, le public a vu qu'un comédien, un acteur, pouvait faire un personnage 3D avec Gollum. Et ça a vraiment mis à l'ouverture le jeu de l'acteur dans un médium qui n'est pas réel, qui est digital. Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est le fameux casque avec la caméra qui a permis ça, c'est ça? Exactement. Alors là, les jeux vidéo, ils ont commencé à faire ça. Et qu'est-ce que c'est maintenant? On appelle ça, en anglais, c'est du performance capture. Alors, capturer la performance. Et en effet, oui, tu as un casque, tu as une caméra qui est comme un GoPro. C'est juste en avant de toi, comme juste là. Et tu as un suit avec des boules blanches. Et les boules, c'est des récepteurs de signal pour les caméras. Il y a à peu près 100 caméras 3D autour de toi. Alors, ils capturent ta voix, ils capturent ton visage et ils capturent ton corps. Et vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est des caméras 3D qui capturent des boules dans l'espace que les programmeurs vont être capables d'aller modifier un peu. Mais qu'est-ce que ça donne aux jeux vidéo? Ça donne la capacité d'avoir des performances spontanées qu'ils n'avaient pas avant parce que des programmeurs, ils ne comprennent pas des fois c'est quoi être dans le personnage. Alors ça, c'est incroyable pour des jeux vidéo. Et pour l'acteur, qu'est-ce que je vais te dire, c'est que c'est comme être enfant parce que il y a surtout des acteurs qui ont travaillé sur des green screen. Moi aussi, il y en a beaucoup, mais quand tu joues dans un jeu vidéo, c'est green screen. Tu n'as rien autour de toi. Et les jeux vidéo sont souvent très fantastiques. Green screen, ça veut dire tous les murs sont comme vert lime, là, c'est ça? C'est ça. Et il n'y a rien autour de toi. Mais le réalisateur va venir te voir. Il va dire, OK, Alex, là, il y a une planète qui explose, il y a des boules, il y a un dragon là-bas. Et il faut tout imaginer. Et moi, je trouve que c'est des fois plus facile qu'être sur un plateau de tournage avec ta table et ta chambre. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être il y a aussi pas de crew, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son, de micro, c'est tout sur toi, alors tu as de la liberté de vraiment jouer. Mais aussi, il y a des scènes où il faut que comme des scènes d'amour, peut-être qu'on a fait des fois dans des jeux vidéo où il faut se donner un bec, mais tu as ton casque. Ouais. Alors là, on est là, les casques s'entermêlent. C'est super difficile. Alors, il y a des choses qui sont très drôles, mais je trouve jouer dans des jeux vidéo, je trouve ça être enfant encore, parce qu'il il faut totalement s'abandonner à notre imagination. Et ça, mais tu peux quand même donner un jeu qui est vivant. Alors, ça apporte cette dimension-là aux jeux vidéo de nos jours, parce qu'il y a quand même des scènes cinématiques dans les jeux vidéo, si je ne me trompe pas, hein, à certains endroits. Et là, le jeu devient beaucoup plus, si on peut dire, vivant, réaliste. Oui. Ouais. Oui, et je pense encore, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire que le jeu vidéo, c'est quand même un monde différent. Ils appellent ça un monde, en anglais, c'est It's a heightened reality. Alors, une réalité qui est un peu plus élevée que la réalité. Mais qu'est-ce que je vois, et j'ai déjà travaillé sur à peu près 3 ou 4 à travers les années, et je continue à faire ça, je vois que la tendance vient à la réalité dans les jeux vidéo. Je pense que les joueurs, ils veulent voir des performances qui sont crédibles et réelles. Oui, c'est ça. Ça commence, ça continue vers cette direction. C'est quand même ta carrière d'acteur, le monde du jeu vidéo, en fait, c'est une partie intégrale pour toi. Tu es très actif dans ce monde-là et ça fait longtemps. Ça fait, je ne sais pas quand est-ce que tu as fait
Il y avait Far Cry que tu as fait. Il y avait Mon Dieu, il va Assassin. falloir que je sors mon IMDb sur mon ordi aussi parce que Je vais mon t'aider. premier, j'imagine que c'était Far Cry. Laisse-moi voir. Il y Ou a peut-être, Il y a Assassin's Creed en 2015. oui, c'est ça. Puis ensuite, Far Cry, ben, c'était en deux. T'en as fait d'autres entre les deux, mais Far Cry, c'était en 2018. Oui. J'ai Ouais. fait beaucoup c'est ça. Alors, Far Cry 5, ça, c'était du travail purement de voix. Ils ont fait un DLC. Un DLC, ça, en anglais, c'est Downloadable Content ou du contenu additionnel sur un jeu vidéo. La plupart du temps, ils vont faire un jeu vidéo. Et là, si le jeu vidéo, il va bien, ils vont créer des capsules additionnelles pour ajouter pour les joueurs. Alors, j'ai été casté dans un rôle dans une de ces capsules-là. Et ça, c'était classique. Ça, c'est du travail de voix. C'était du travail, c'était un personnage au Vietnam, un soldat. Et ça, c'est une autre chose dans les jeux vidéo. Il faut qu'il capture, il faut qu'il enregistre toutes les possibilités de cris et de dialogue à travers tout le jeu. Alors, si on pense à un jeu, si on voit un jeu de 30 minutes, par exemple, il va y avoir à peu près peut-être 3 à 4 scènes de bataille dans ce jeu vidéo. Mais dans ces scènes de bataille, il faut capturer toutes les possibilités de combat. Est-ce que tu te fais tirer une balle dans l'estomac, dans la tête? Est-ce que tu te mets à feu? Et il faut qu'il soit différent à travers toutes les scènes de combat. Alors, c'est très, très, c'est régulier, c'est très commun, it's very common de faire des heures de cris. On appelle ça des barks, où tu es dans un booth de voix et tu fais ah, ah, oh, ah, et tu cries pour des heures. Et ça détruit la voix. Mais ça, c'est un autre aspect du jeu vidéo. Il faut être préparé de faire ça aussi. Mais en même temps, ça a un côté thérapeutique, ça, de pouvoir crier comme ça, là. Tu peux te défrustrer un petit peu, hein? Oui, j'aime ça faire du travail de voix comme ça pendant la saison des taxes. Ça m'aide beaucoup. Il y a une autre affaire que j'ai remarqué que tu fais quand même beaucoup. Tu en as fait plus au début, mais tu continues d'en faire, c'est des courts-métrages. Ah oui. T'aimes ça? Euh, C'est quoi l'affaire, là? Cette ouais, des relation avec le courts-métrages. monde du... Écoute, moi, j'aime beaucoup le monde. Tu sais, j'aime beaucoup rencontrer des personnes. Je suis très bavardeux et j'adore ça. Ça, c'est un aspect de moi-même. Et je suis très investi dans les milieux cinématiques à travers Montréal et Toronto. J'aime ça beaucoup, les films indépendants. J'en ai fait quelques-uns. Il y en a là. Euh, mais tu sais, quand je vais à Concordia et j'ai un ami qui dit, écoute, il y a un petit film, ça me dérange pas d'aller faire ça. Mais moi, j'ai une règle, c'est que le scénario, il doit être bon. Et je ne vais pas faire un court-métrage juste pour le faire, mais je suis ouvert à des bons scénarios. Et pour moi, si le personnage, c'est un personnage intéressant qui va me valider un peu dans mon art, et si l'histoire elle est bonne et le réalisateur, peut-être il est jeune, mais peut-être il est crédible, ça ne me dérange pas de faire des courts-métrages. Je pense que c'est important de les faire. Bon, on a ça en commun. Moi aussi, j'en fais pas souvent, là, parce que j'ai pas toujours le temps, mais j'aime ça encore aujourd'hui, faire des petits courts-métrages, des petites productions indépendantes comme ça, pour les mêmes raisons que toi. Mais on a ça en commun parce qu'on s'est connus aussi à faire des courts-métrages ensemble, toi et moi. On a fait une coupe, hein. On a été dans C'est quelques ça, courts-métrages. et oh mon Dieu, et ceux-là que j'ai fait, le premier qu'on a fait ensemble, un open window, ça n'a jamais fini, mais ça, c'est une bonne expérience aussi, produire, et j'ai continué à produire à travers les années, mais celui-là en particulier, je ne l'ai jamais fini parce que je n'étais juste pas content du scénario et du produit final, et j'ai réalisé que j'ai fait trop de choses en même temps. J'ai essayé d'être réalisateur, écrivain, vedette et producteur en même temps. Et j'ai appris une bonne leçon, là. Il faut déléguer, OK. il faut avoir de l'aide. Alors, si tu avais à revivre l'expérience aujourd'hui, ce serait quoi ton rôle là-dedans? Si je refaisais ça, moi, je jouerais le personnage principal parce que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire. C'est pour jouer des choses quand je n'avais pas de travail. J'écrivais, mais je trouverais quelqu'un pour réaliser et pour produire avec moi. Parce que sur le plateau, et on va parler de Fugazi, je suis sûr, à un point, mais c'est important quand tu écris, quand tu joues, c'est important d'enlever ton chapeau d'écriture ou de production et d'avoir ton chapeau de comédien parce que c'est complètement différent. Il faut vraiment avoir ton focus là.
Ouais, moi aussi, je trouve ça difficile de réaliser et jouer en même temps ou de faire la mise en scène puis jouer dans une pièce en même temps. J'ai essayé à quelques reprises, je trouve ça vraiment difficile. J'aime mieux avoir juste un chapeau, je fais un ou je fais l'autre. De préférence, j'aime jouer là, plus que de faire de la mise en scène ou, ou de la réalisation, mais pas faire les deux en même temps. OK, alors, à l'âge de 19 ans, tu commences. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Je suis curieux. Est-ce que tu pensais devenir acteur plus jeune? Est-ce que c'est un désir que tu as porté pendant plusieurs années? C'était arrivé à 18 ans? Comment ça s'est présenté dans ta vie, tout ça? Ouais, c'est une bonne question. Et je pense pour moi, j'étais toujours un comédien, mais je ne le savais pas. Tu sais, j'étais toujours. Quand ma mère sortait la caméra vidéo, j'étais toujours dessus. Tu sais, je faisais des entrevues, des trucs comme ça, mais c'était juste le fun. Mais quand je suis allé à Royal West, c'est une école incroyable à Montréal, une école publique avec un système, des cours d'art qui sont très, très, très bien faits. Euh, C'était totalement flou que j'ai fait un échange d'étudiants en Chine. Et pour lever des fonds pour cet échange, on a fait Midsummer Night's Dream de Ah, Shakespeare. ouais. Et j'ai joué Oberon, tu sais, j'avais 13 ans. Mais j'ai adoré ça et j'ai juste continué. Et à travers mon éducation secondaire, j'ai fait 3 pièces par année. Alors, j'ai fait 2 pièces de Shakespeare par année, une pièce musicale par année. Et pour moi, ça, c'était mon training. Je sais que c'est l'école secondaire, mais je faisais ça tout le temps. Et quand j'avais à peu près 16 ans, j'ai décidé, j'ai dit, je veux être comédien. Et j'avais, j'ai rien d'autre que je voulais faire. Mon premier manager m'a demandé cette question-là. Elle a dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimes faire? Et j'ai dit non. Et elle dit, parce que si tu avais dit oui, je t'aurais dit, fais ça. Et des fois, j'ai des cousins ou il y a des jeunes qui viennent me voir, des jeunes, je suis quand même jeune, mais tu sais, des enfants de 16 ans qui viennent me voir et disent Alex, je veux être comédien. Je demande la même question. Je dis est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux faire? Et s'ils disent oui, je dis fais ça. Il n'y a pas une personne qui m'a dit non. Parce que, comme tu le sais, Gilles, il faut se commettre 100% à cette carrière-là. Mais à Eh oui. 16 ans, j'ai dit oui, je veux le faire. Et écoute, moi, j'étais étudiant, j'étais straight A's, j'étais en sciences. Et moi, à ce point-là, je pensais que j'allais devenir ou un docteur ou un avocat ou un architecte, quelque chose comme ça. Ah, moi, je pense que tu aurais fait un bon avocat, moi. Peut-être, ouais, peut-être. Je vais en jouer un jour, peut-être. Mais c'est ça. Alors, j'ai décidé à 16 ans que je vais le faire et j'étais très, très chanceux. Une agente est venue me voir au secondaire quand j'avais 16 ans. Juste après que j'ai décidé, j'ai joué au cabaret et j'avais un agent juste à ce moment-là. J'étais très, très chanceux. Et mon premier rôle, 1 an après. OK, puis ça n'a pas arrêté depuis. Je fais un peu du coq à l'âne, mais c'est parce que je voulais vraiment entendre ton histoire, Oui, l'histoire de tes débuts, tu sais, comment t'es venu à devenir un acteur et c'était quoi tes aspirations quand tu étais jeune et tout ça. OK, ensuite, t'as fait... t'es un acteur qui fait du théâtre, t'es un acteur qui fait de la télé, t'es un acteur qui fait du cinéma, t'es un acteur qui fait du jeu vidéo. T'as fait... je veux mentionner, tu as fait sur Spike TV, tu as joué dans Blue Mountain State. oui. Ça, c'était comment cette expérience-là? Hey, ça, c'était. Je me souviens très bien de ce moment-là parce que Euh, 1 an avant, j'avais eu mon premier rôle de 40 jours dans le territoire et ça a vraiment commencé ma carrière avec un boom. Et après ça, je n'avais pas beaucoup de travail pour un bout. Et j'étais supposé de prendre un voyage de canot avec mes trois amis. Et je suis allé faire, j'ai passé en audition pour Blue Mountain State, mais je dis, ah, je ne vais pas l'avoir. Et le jour avant, aller sur ce voyage de 3 semaines où on avait investi, on avait loué des canots, j'avais eu le rôle et j'étais, oh mon Dieu, OK. Alors j'ai appelé mes amis, je dis, je n'y vais pas, il faut que vous trouver quelqu'un d'autre. Et j'ai dit oui à ce rôle-là, mais c'est venu à un bon moment pour moi parce que je trouve surtout avec beaucoup de comédiens qui commencent, il y a ce premier rôle et tu es hot là, pour un bout et ça va toujours arriver que tu vas avoir des périodes où tu ne travailles pas.
Mais quand j'ai eu ce rôle, ça m'a donné un gros boost. Et ça, c'était une expérience incroyable. C'était un très bon rôle. Et c'est le rôle, c'est Ricky the Pizza Boy. C'est un jeune livreur de pizza qui arrive avec ces gens-là de football. À un moment donné, il est complètement saoul. C'était une aventure incroyable. Mais c'est encore le rôle duquel je suis. People recognize me in the street. Les gens me reconnaissent. Tu sais, je marche dans la rue et c'est souvent des gens de l'Europe de l'Est ou de la Russie. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est très grand ce show-là, mais je marche dans la rue. Hey, Ricky the Pizza Boy! Et je tourne, c'est des touristes de la Russie qui viennent me voir et ils prennent des photos. Alors, c'est un rôle très spécial pour moi, pour ça. Oui, tu en as eu quelques-uns des rôles très spéciaux. Tu as fait Canadian Stages 5 Faves for Evelyn Frost. C'est quoi ça? Ah oui. Alors, ça, c'était une adaptation de Cinq visages pour Camille Brunel de Guillaume Corbeil, qui était une pièce de théâtre ici à Montréal en 2015 ou 2016 à peu près, ou peut-être plus tôt. Alors, le Théâtre français de Toronto et le Canadian Stage à Toronto ont décidé de prendre ça et de le traduire en anglais et de trouver 5 comédiens qui habitent à Toronto qui sont bilingues. Alors, c'était une expérience très intéressante parce qu'on a fait un mois en anglais et après ça, on a fait quelques semaines en français. Et ce texte-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent ça, qui ont vu Cinq visages pour Camille Brunel, mais c'est une pièce qui parle des médias sociaux, des commentaires et comment on dit ça, the fakeness of social media, tu sais, les choses qu'on dit sur les médias sociaux qui ne sont pas vraiment vraies ou les gens sont toujours contents sur Facebook, mais en réalité, ils sont très déprimés, peut-être, on ne sait pas. Alors, le dialogue dans cette pièce-là, c'était dans la forme de commentaires de Facebook. Alors, il n'y avait pas vraiment de logique. Alors, il fallait apprendre quelque chose en anglais. Après ça, on avait une semaine à réapprendre le texte en français. Et comme on sait, le français, c'est complètement différent que l'anglais. Même les intonations, ça finit en français à la fin de la phrase. Mais en anglais, on peut avoir des intonations dans la phrase. Et c'est comme une pièce de jazz, cette pièce-là. C'est un beat. Alors, il fallait vraiment réapprendre un morceau de musique. C'est comme tu avais appris quelque chose en rock and roll. Il fallait apprendre les mêmes notes, mais en jazz. Et c'était une expérience très, très intéressante. Et ça, c'est une expérience très spéciale pour moi. Tu as fait quelque chose sur Bravo aussi, Carter, ça s'appelle? Oui, Carter. Alors, Carter, ouais, c'est une émission sur Bravo et j'ai joué, j'avais un guest star sur ça, joué le vilain. Et ouais, c'était cool. C'était une très bonne. C'était le pilote et c'était un personnage qui prend une femme en. Comment on dit ça en français? Hostage. En otage. En otage, c'est ça. Et parce qu'il est en amour avec elle. Et c'était une pièce aussi un peu comique parce que ça, c'est très intéressant. Tu sais, tu as un personnage comme ça qui est très violent, mais l'émission, elle est une comédie. Alors, c'était intéressant de trouver dans la violence et dans le chagrin, trouver la comédie pour le personnage pour aider l'émission. Et tu sais, c'est comme du dialogue où comme j'ai le pistolet sur le personnage principal, il commence à bouger, il faut être comme arrête de bouger. Et c'est très similaire de Blue Mountain State parce que ce personnage-là aussi, il était un personnage qui est très sérieux et qui veut juste avoir son argent pour sa pizza. Alors, je trouve dans des comédies, quand tu joues ces personnages-là, j'ai appris que c'est pas tu cherches pas la comédie. Il faut juste que tu sois très, très sérieux dans qu'est-ce que tu veux. Et c'est l'écriture qui va t'amener à la comédie si tu crois vraiment. Oui, puis si on trouve le comportement du personnage, parce que dans l'humour, il y a du comportement. Et il s'agit de trouver. Il y a des acteurs que ça vient naturel et ils sont très bons à jouer à mettre du comportement dans leur jeu, alors qu'il y en a d'autres entre nous, c'est plus difficile. Il y en a des acteurs qui disent que la comédie, c'est pour eux les rôles les plus difficiles parce que justement, ils ont de la difficulté à trouver le comportement humoristique qui va se rajouter au jeu qui reste vrai. Et souvent, la comédie,
le cœur de la comédie ou dans l'écriture, c'est dramatique, c'est pas drôle. Mais les situations, dépendant comment ils sont vécus et joués, ben, ils deviennent drôles. Un autre projet il y avait Kim Nguyen's The Hummingbird Project. Ah oui. Ça a été comment pour toi? Euh, ça, comme, ça va être la troisième, quatrième fois que je dis que c'était un projet incroyable, mais moi, j'ai toujours le fun sur tous les projets que je travaille. Celui-là, j'ai beaucoup aimé ça. Je jouais un high frequency trader en anglais. Alors, je jouais quelqu'un qui jouait le stock market, mais il y a des gens qui investissent des millions et c'est juste en termes de la vitesse de la transaction et ils peuvent faire 500 millions dans une heure. Alors, ça s'appelle du high frequency trading et les personnages sont très, très stressés. Ils vivent pour ça. Alors, ça, c'était intéressant et c'était un grand plateau. J'étais sur le plateau avec Salma Hayek et Jesse Eisenberg et ça, c'était très intéressant. Mais j'ai eu un des moments préférés de ma carrière. Et mon personnage était très fâché, comme beaucoup de personnages que je joue. Pourtant, je suis très content dans la vraie vie, mais je joue des personnages très fâchés. Tu dois avoir un fond frustré, tu sais, puis ça sort bien. Je pense que oui. Ça doit être les taxes, en tout cas. il y a quelque chose avec les taxes, parce que ça fait 2 fois que tu reviens là-dessus, là. On n'envoie pas ça au CRA, OK? OK. Mais à un moment donné, il y a une scène où on perd des millions de dollars dans un instant. Et Kim Nguyen, il vient me voir, il dit « Alex, ça tente de briser un clavier d'ordinateur. » Je dis « Ben, Kim, ouais. » Il dit « OK. » Alors, il me donne un clavier. Il dit « OK, alors brise-le. » Je dis « Et moi, je ne suis pas un comédien qui demande quoi faire. Tu me donnes qu'est-ce que tu veux et je vais faire qu'est-ce que je veux avec. » Alors, je prends le clavier, je dis « OK, alors j'ai perdu des millions de dollars. OK, j'ai perdu peut-être tout mon life savings. Peut-être j'ai plus de job. Peut-être toute cette compagnie-là va faire faillite. Alors, ce clavier-là, ça vaut rien. » Alors, j'ai pris le clavier et quand ils ont dit « Code », j'ai juste commencé à briser le clavier sur le bureau et ça a volé dans des millions de morceaux, des centaines de morceaux. Et quand on a revu le footage, là, tu vois en slow-mo, tout le monde adorait ça. Ils ont dit « Oh mon Dieu, c'était incroyable ». Et on voit ça en slow-mo et pour un instant sur l'écran, tu vois du clavier le logo de Dell qui va à travers. Et c'était incroyable. Et je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'était un des moments préférés parce que j'ai pris contrôle de ma scène et j'ai fait qu'est-ce que je voulais. J'ai pris un risque. Parce que, tu sais, c'est pas drôle de crier comme ça et briser un clavier, briser un prop, mais j'ai gardé le R de mon clavier. Je l'ai encore. Et des fois, j'aime beaucoup j'ai beaucoup de petits artefacts que je garde dans mes poches des fois. Quand je suis un peu nerveux sur un plateau, peut-être c'est ma première journée, j'amène ça, je le garde dans ma poche, juste pour me souvenir. R is for remember. Juste pour me souvenir de ce moment, juste pour me souvenir de prendre contrôle et de prendre mon espace. Alors ça, c'était une expérience très spéciale. Et Salma Hayek, le jour après, elle m'a pointé, elle a dit hey, « Viens ici ». Personne ne parlait à Salma Hayek parce que elle est la vedette et tout ça. Mais elle m'a donné un compliment. Elle a dit « Écoute, j'ai adoré ta scène. » Et pourtant, c'est une scène de rien, pas de dialogue. Alors, je vais toujours me souvenir de ça. Oui, un moment très vivant, quoi. Puis tu t'es permis de faire ce que tu voulais à la façon que toi, tu voulais le faire. Et souvent, on ne peut pas se donner cette permission-là. On peut pas toujours se donner cette permission-là, mais quand on peut, c'est vraiment le fun pour un acteur. C'est ça, les moments de jouissance, moi, je trouve que c'est ces moments-là. Absolument. Ouais. Et Kim Nguyen, je vais vous dire, j'ai adoré travailler avec lui parce qu'avant le tournage, j'ai envoyé un courriel à tous les comédiens. Il a dit écoute, lisez la scène, mais ne soyez pas si commis à la scène parce que les choses vont changer. Alors, dès le début, je savais que Kim Nguyen était quelqu'un qui était ouvert à des choses. Et sur le plateau, c'était intéressant parce que les scènes sont allées dans des pistes très différentes du script. Et je pense que c'est pour ça qu'il est un très bon réalisateur, parce qu'il est ouvert au changement.
dans des trucs comme ça. Et il donne la liberté aux comédiens de changer la scène des fois. C'est très Ah, ça, ouais, c'est merveilleux pour un comédien, ça, oui. C'est le best. C'est le best of the best, oui. Écoute, c'est tellement chargé notre affaire, là, puis le temps avance. Mais je sais que. Une petite question comme ça, un petit à côté. À date, là, tous les projets dont on parle, toi, tu as eu les rôles par audition ou des fois on t'en a offert des rôles sans audition? La plupart du temps par audition, mais les meilleurs, je dirais, comme Clyde Cynic, ça c'est probablement un des rôles les plus importants pour moi. Clyde Cynic, j'ai eu ce rôle-là parce que sur Blue Mountain State, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Omari Newton. Et Omari Newton était régulier sur cette émission-là. J'ai joué au Scrabble avec lui et we hung out, we had a good time. Il était très gentil. Un an après, il m'appelle et dit Alex, j'ai un réalisateur, Ramiro Bélanger, et Omari, il jouait la vedette, il jouait Clyde. Il dit écoute, il y a un rôle de 3 scènes, est-ce que tu aimerais venir faire ça? J'ai pensé à toi. Juste parce que j'ai parlé avec lui. Et j'ai dit ben oui. Alors j'ai rencontré Ramiro Bélanger, qui est un très bon ami maintenant, et j'avais un rôle de 3 scènes. Une semaine avant le tournage, Ramiro m'appelle. Omari a eu un rôle dans une émission de télévision à Vancouver. Il ne peut pas jouer. Est-ce que toi, tu veux le rôle principal? J'ai dit oui. J'avais une semaine à préparer un rôle principal dans un scénario de 150 pages, plein de dialogues. Il fallait apprendre à être un hypnotiste. Et c'est un testament. On peut faire des trucs comme ça. Si tu as un rôle un jour avant, tu peux apprendre ça. On est capable de faire des choses incroyables quand on veut. Alors, juste pour te dire que c'est juste parce que j'ai pris le temps de m'asseoir avec Omari sur un plateau et j'ai joué à Scrabble avec ce gars-là, que j'ai joué dans Clyde Cynic et je suis allé en Corée du Sud pour un festival de films et c'est encore quelque chose duquel je suis très, très fier. Alors, ce que tu conseilles à tout le monde, c'est d'amener un jeu de Scrabble avec eux quand ils travaillent sur un plateau de tournage, puis essayer de trouver des gens qui vont jouer avec eux, puis peut-être qu'ils vont obtenir des rôles de leur vie. Oups. Gilles, c'est ça. C'est exactement ça. On amène du Scrabble, mais jamais du Risk. Parce que du Risk, tu ne vas pas faire d'amis. Mais du Scrabble, c'est très bien. Des échecs, non. Tu vas être trop boring. On va finalement arriver à Fugazi. C'est un peu ton bébé, hein, ton projet. C'est ton bébé Fugazi, non? Ah oui. Ouais. C'est mon bébé avec mon conjoint Jesse Camacho, qui est mon partenaire d'écriture et maintenant mon partenaire d'entreprise. On va parler de tout ça, mais avant, je veux juste montrer un clip de Fugazi sur le plateau. OK. Fait que, on va regarder ça. Hey, whoa, you're gonna kill the guy? Dom, Jesus Christ, I mean, fuck, give the guy a break. Hey, I mean, are you gonna tell anyone about what you saw? No, I swear to God. Fucking look at the guy, he's shitting his pants. He's not gonna say anything to anyone. Dom, come on, give the guy a fucking break, man. Hey, wait! Wait, I know him! I fucking know him! So you do know him? He's my best friend, Dom. I've known him since high school. It's true, he's in our year. Jimmy, fuck, please, man. Mark, shut the fuck up! Come on, Dom. I've known this guy my entire life. He's family to me, okay? What he did today, it was so fucking stupid, but you know why he did it? You know why? He did it because he wanted to fucking help me out. He wants... Dom, he can help us. He can help us out. Think about it, all right? He's in on this right now, like it or not. So why not make him useful? Dom, you just doubled your odds by doing absolutely nothing. Because you know what? Dead, he's fucking dead, but alive, he can be useful to us, Dom. So make him useful. Please, Dom. Please. 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 Jesus, Jimmy. Lighten the fuck up, huh? The fuck do you think we are over here? A bunch of fucking animals? Wow.
J'adore ton jeu là-dedans, moi, j'adore. J'ai adoré quand je l'ai vu la première fois, j'adore encore là, quand je le vois maintenant. Tu as fait un super beau travail. Alors, Merci. et parle-nous de ce projet-là, parce que c'est énorme pour toi, ce projet-là. Tu as créé le projet avec ton partenaire. Tu as écrit, tu as co-scénarisé, je crois. Oui, raconte-nous. Absolument. Alors, Fugazi, c'était une idée que j'avais et c'est très simple. C'est un jeune qui veut s'en sortir de la mob, mais he's pulled back into the mob. OK, excuse-moi, la mafia, la mob, tu parles de la Et la mafia. mafia, pardon. La mafia. Je voulais faire un scénario, une émission, un pilote sur la mafia montréalaise parce que je trouve que c'est une mafia très intéressante, qui est très puissante, qui était très puissante, mais que personne n'en discute. Tu sais, tout le monde fait des émissions sur New York, sur Chicago, mais pas sur Montréal. Alors, je suis allé voir Jesse et j'ai dit, écoute, est-ce que tu aimerais écrire ça avec moi? Il a dit oui. Et on a écrit un pilote de télévision et en ce temps-là, on travaillait avec une compagnie Rubicon Pictures and Media qui travaille encore à Montréal. Avec eux, on a levé des fonds pour faire ce pilote-là et notre but, c'était d'enregistrer un pilote de 60 minutes et d'aller le vendre. Et Jesse et moi, on a tout écrit ça. On a écrit les 2 rôles principaux pour lui et moi. On a trouvé un cast incroyable. Anthony Lemke, Gilles Plouffe. et c'est ça, avec un rôle dans le pilote, le rôle, c'est une scène, mais dans l'émission, ça continue, en tout cas. Et Katie Boland, Justin Kelly, des comédiens de Toronto qui sont tous venus faire ce pilote-là. On a tourné pour 18 jours. Et c'est ça. Alors, on a tourné ça et on a un produit incroyable. Et c'est encore un produit qu'on essaie de vendre. On a créé 3 saisons. On a une Bible sur tout ça. Et c'était une expérience incroyable de faire ça parce que, tu sais, j'ai écrit le personnage et j'ai finalement eu une équipe autour de moi qui pouvait me laisser le jouer. Et cette scène-là, tu sais, en effet, cette scène-là, ça montre vraiment le clip qu'on a vu, ça montre vraiment qui est le personnage. Et parce que le personnage, c'est un personnage qui il veut être une bonne personne, mais il n'est pas capable. Dans lui, il est mauvais. Il est supposé d'être mauvais. Et c'est ça l'histoire de Jimmy Basso. Alors, à travers ça, Jesse et moi, on a incorporé Camacho Wiener Inc. et on continue à travailler ensemble et à faire des trucs. Mais Fugazi, ça reste un de mes bébés. Ça reste encore un bébé qui est avec nous. C'est juste, c'était un peu difficile parce qu'il y avait d'autres émissions de mafia. C'est une émission incroyable, mais il y avait, c'est quoi il y a une émission qui tournait à Montréal qui parle de la mafia montréalaise. Ben, il y a récemment, il y a eu Mafia Inc. Il y a Mafia Mais Inc. il y en a eu un autre avant. Il y avait une autre avant et je me souviens, on a eu un meeting avec Netflix pour Fugazi. Et je me souviens qu'on est rentré et juste après, on voyait ces gars qui rentraient. Et c'est ça, on ne peut pas vraiment avoir 2 émissions en même temps sur la mafia à Montréal, mais ça reste une expérience incroyable. Oui, c'est ça. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Mm-hmm. Ah Mais oui, quand on parle beaucoup, beaucoup de travail, on parle de combien d'heures par jour, puis pendant combien de temps? Ah oui. Alors, oui, écrire un scénario, et là, j'ai un bon processus. Je dirais pour moi, maintenant, ça prend à peu près 6 à 8 mois d'avoir un draft qui est lisible, qui est quelque chose qu'on peut montrer aux gens. Et avant ça, tu sais, j'avais écrit 5 scénarios qui ils étaient pas très bons, mais il fallait écrire ces 5 scénarios à travers 10 ans. J'ai commencé à écrire à 18 ans. Il fallait écrire tous ces scénarios pour arriver à ce point-là où on a un scénario qui est quelque chose de crédible. Mais c'est des heures par jour. Moi, je travaille en vente aussi à ce moment-là. Tu sais, on a toutes des job-ins à côté. Alors, je faisais 8 à 9 heures par jour de software sales. J'arrivais à la maison à Toronto. Je travaillais, je l'écrivais pour 4 heures après, tous les soirs.
et avec Jesse. Et là, avec la production, j'étais aussi producteur sur ça, en pré-production. Alors, c'était de trouver le cast, appeler les agents, trouver les locations. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait beaucoup d'amis qui nous aidaient. On a eu une caméra de 50 000, tu sais, juste parce qu'on avait une caméra de 15 000 qui était plus vendable pour la maison de production qu'on louait ça. Alors, il y avait toutes les choses qui ont marché, mais c'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais je vais te dire, Gilles, que c'est pas du travail pour moi, ça. Ça, c'est créer un film, écrire, produire. C'est ça que j'aime le plus. Et j'aime aussi le monde parce que je ne sais pas si tu réalises, mais quand tu es sur un plateau, même en pré-production, il n'y a pas une personne sur ce plateau-là qui est là parce qu'ils ne veulent pas être là. C'est tout du monde qui sont là parce qui font quelque chose que leurs parents leur ont dit de ne pas faire. Alors, c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est beaucoup de travail, mais ça vaut beaucoup aussi. Oui, alors si je comprends bien, tu travailles sur des projets, tu fais tes auditions, on t'embauche, des fois c'est des gros projets, mais en même temps, en parallèle avec ça, toi, tu fais de la création. Tu crées des projets à partir de l'écriture jusqu'à la production et tu te crées des rôles dans tes propres projets. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Non, j'arrête pas. J'arrête pas du tout. Et c'était toujours je pense que c'était toujours une de mes peut-être qualités, c'est que je travaille beaucoup. Il faut toujours que je sois occupé. Et je donnerais ça comme conseil à tous les comédiens parce que je trouve les comédiens, là, si tu es comédien, tu as peut-être le moins de contrôle que tout le monde dans cette industrie-là. Parce que le seul contrôle que tu as peut-être en comédien, c'est l'audition. Tu fais ton audition, mais là, tu n'as plus de contrôle. Tu sais, les producteurs vont prendre ton audition, ils vont te montrer, et peut-être tu as les yeux de la même couleur qu'un autre rôle qui ne marche pas. Tu sais. Alors, moi, écrire et produire, c'est un effort pour moi ou un instinct de prendre un peu plus de contrôle dans ma carrière. Et c'est devenu quelque chose que j'aime beaucoup. En étant producteur maintenant et écrivain, ouais, j'ai un peu plus de contrôle dans les rôles que je peux jouer et ça m'aide beaucoup en étant comédien parce que là, quand je suis sur des plateaux, je comprends tout. Je comprends qu'est-ce qui arrive derrière la caméra et eux, ils voient que je comprends aussi. Alors, c'est une bonne affaire aussi. Et si tu es comédien et tu n'as pas de travail pour un bout, il y a tellement d'autres personnes dans ton milieu qui n'ont pas de travail aussi à ce moment-là, qui ont des caméras, qui font d'enregistrement de son. Et c'est une bonne affaire de rencontrer ces gens-là et peut-être créer quelque chose. Et ça n'a pas besoin d'être vendu. Ça peut juste être une expérience que vous faites ensemble où vous apprenez quelque chose. Tu sais. Là, ta carrière, ça va super bien là, depuis quelques années et pour les années à venir aussi, mais tu as eu des périodes difficiles, décourageantes, où tu avais envie peut-être d'abandonner? Ou? Il faut juste continuer. Quand ça arrive, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas le bon moment à ce moment-là. Quand tu n'as pas... C'est très dangereux, je pense, de penser quand tu as une période qui est un peu slow. C'est dangereux de penser que c'est toi, je ne suis pas bon comédien, tu sais, tout ça. Non, c'est juste que peut-être il n'y a pas le rôle pour toi à ce moment-là. Il faut juste continuer à faire tes auditions et d'avoir une consistance aux auditions. Et je vois ça surtout dans le travail de voix parce que je fais à peu près 15 auditions de voix pour la radio, pour des jeux vidéo. Et à travers ces 15-là, je vais en prendre 2. Mais il faut avoir une consistance à travers toutes tes auditions. Et c'est au moment-là où tu es un peu déprimé, je pense, où tu n'as pas cette consistance-là dans ta qualité, où ce rôle-là aurait pu être le rôle. Tu comprends? Ça a de l'allure, OK. ça? Oui, OK. Si je comprends bien, c'est une consistance dans la qualité de ton travail à tes auditions
pour que quand il y en a celle qui passe, qui est la tienne, où le personnage rencontre l'acteur, si on peut dire, ben tu es là, puis tu livres la marchandise, donc tu es disponible pour obtenir le rôle. Si ton travail n'est pas constant, si le niveau n'est pas consistant, ben là, ça peut créer un problème. Ou l'opportunité est là, mais toi, tu n'es pas là pour rencontrer l'opportunité. C'est ça que je comprends que tu dis? Absolument. Et je pense beaucoup, c'est une question d'énergie, beaucoup, dans une audition. Je pense que c'est une question de confidence et de confiance. Confiance. Oui, c'est ça. Merci. Une des meilleures choses que j'ai fait dans ma vie, il y a 3 ans, j'avais une période où je suis revenu de Los Angeles. Et je n'avais pas travaillé pour un bout, mais j'avais une fierté. Je dis, j'ai joué dans des rôles principaux, dans des gros films, mais je n'ai pas besoin de prendre des cours de jeu. Mais à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi ton problème, Alex? Va travailler, va prendre un cours. Et quand j'ai perdu cette fierté, cet ego-là, c'est là où je me suis rendu compte que ce n'est pas les rôles, ce n'est pas les films, ce n'est pas tes personnages du passé qui te définissent, c'est ton jeu, ton métier. Et c'est quand j'ai commencé à reprendre des cours juste pour travailler mon craft, travailler mon jeu, le gym, comme tu le fais à Rêve Intentionnel. C'est là où j'ai découvert que c'est comme un carpentier ne se définit pas par la plus belle table qu'il a fait. Il se définit par son craft, par his skill. Son métier. Ton métier, c'est ça. Alors, si le focus reste sur le métier, je pense que tu vas être capable d'aller à travers n'importe quoi. Des périodes de pas de travail, ça ne fait rien parce que tu travailles encore ton métier. Oui, on peut s'entraîner, on peut continuer, on peut créer un projet comme tu fais, un court-métrage où on peut se rassembler avec des amis, faire des projets ensemble. On peut rester actif, on peut continuer de pratiquer notre métier, justement. Oui, même quand on a des périodes où il n'y a pas de contrat de travail. Écoute, je pense qu'il va falloir que tu reviennes parce qu'on a encore plein d'affaires à parler puis à échanger dessus, puis mais on manque de temps. Mais je veux souligner votre compagnie, toi et Jesse, là, Camacho Winner Inc. Bien, bravo. Vous êtes incorporé, vous avez votre propre compagnie, vous avez déjà réalisé plusieurs projets et vous en avez un, je pense, qui est en cours, là, que vous travaillez dessus, si je ne me trompe pas, Our Mother the Mountain. Oui, Notre Mère la Montagne, Our Mother the Mountain, c'est un film, un film d'horreur, mais c'est un film d'horreur avec un cœur, tu sais, et ça parle d'une jeune femme qui va dans les bois pour enregistrer une émission de paranormal et il rencontre une créature dans les bois. Et ça a du bon feedback et on est très fiers de ce projet-là. Alors là, on est dans une situation où on essaie de trouver un coproducteur pour être capable de produire ça au Canada. Et on regarde aussi au Danemark, on regarde aussi en Scandinavie pour faire peut-être un échange, une coproduction entre ces deux places-là. Alors, c'est un beau projet, on est très excités et on espère qu'on va voir ça sur l'Internet ou dans les grands écrans dans une année ou quelque chose comme ça. Ça serait cool. Bien, bravo, en tout cas, Alex. Félicitations. C'est incroyable tout le travail que tu fais. Puis je pense que c'est l'entrevue. Pour moi, en tout cas, je trouve que l'entrevue risque de servir d'inspiration pour des jeunes qui voudraient être acteurs ou qui rêvent d'être acteurs, mais les aider à comprendre ce que ça implique, la carrière, le travail et tout ce qu'on doit faire pour réussir. Parce que tu as réussi et ton avenir s'annonce très bien aussi dans bien des sens. Là, on en parlera la prochaine fois quand tu reviendras. Parce que je sais que si je te le redemande, tu vas me dire oui parce que tu m'aimes bien. Fait que on va faire ça encore. Je t'aime très bien, Gilles. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Puis un gros merci d'avoir été là avec nous. Puis, merci à toi. On garde contact. Oui, c'est ça. C'était très le fun. Merci de m'avoir invité. Dans la langue de Shakespeare, let's keep in touch.
Yes. It's been my pleasure, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, Gilles. Merci. Bye Bye, ciao. Ciao.